J'aimerais d'abord, on a beaucoup évoqué le fait que des rapports entre les conseils de développement et la population, les attentes de la population. Est-ce que les conseils de développement sont suffisamment à l'écoute justement de ces attentes de la population? Jean Rivero peut-être, pour commencer. Ah oui, il en faut un. Alors, il faut appuyer sur le bouton rouge. C'est vrai que vous n'étiez pas avec nous, voilà, et l'éteindre quand vous avez fini de répondre. Alors, on va essayer d'être relativement je voudrais pas être jésuite, mais à cette question, j'ai envie d'en poser une. Il y a combien de gilets jaunes dans la salle? Non, parce qu'en matière de signaux faibles, de ce qui peut venir de la société, on est tous à égalité là aujourd'hui, aussi bien vous que moi, l'élu local. Et je salue d'ailleurs ma collègue du conseil communautaire et puis les deux représentants du conseil du développement. En tant qu'élu aussi national, puisque je suis vice-président de l'Assemblée des communautés de France, qui rassemble un peu plus de 900 communautés sur les 1266 que la loi NOTRe a laissé sur le terrain. On l'a pas vu non plus, on n'a pas vu ce qui se passait. Et pourtant, j'allais dire, par marketing politique à minima déjà, les élus devraient s'y intéresser de ce que sont les tremblements ou les évolutions de la société. Puis alors vous, encore plus. Vous êtes censé quand même avoir une représentation avec des antennes partout, dans le monde du travail, dans les ONG, sur le terrain. Donc voilà, sur cette question-là de la... Alors, je ne veux pas parler d'utilité, parce que les institutions sont toutes utiles. Ça donne l'occasion aux citoyens de s'engager. Il y a une utilité. Mais sur la façon dont on peut travailler, donc je réponds à votre question, c'est compliqué et plus compliqué que ça. Et pour être plus précis, j'ai regardé ce qui a été fait du travail du grand débat national, notamment de l'Observatoire de la concertation et de la participation, avec un sociologue qui s'appelle Luc Rouban. Il a interrogé chacun de ceux qui ont répondu à leur questionnaire en leur disant « En qui placez-vous votre confiance pour vous faire représenter ?» Autrement dit, qui parle à votre place ou qui pourrait le faire le mieux. Alors accrochez-vous, parce que les chiffres sont saisissants. Alors les syndicats, excusez-moi pour ceux et celles qui sont dans la salle qui veulent les représenter, 1,5% de la cohorte. Le président et l'État globalement, ils s'en sortent pas mieux, 3%. Les députés, ça commence à monter, mais ils sont moins nombreux, 8. Plus étonnant, est-ce que vous placez votre confiance pour vous présenter les citoyens, le peuple? 9%. On peut s'interroger. Les élus, en général, nationaux, locaux, 10%. À peine un peu mieux que les députés. En moi, en personne, j'ai plus confiance pour me représenter, 18%. Et là, on rejoint un petit peu ce qui a été évoqué, vous n'étiez pas là ce matin. Dernier point, les élus locaux, et c'est là que d'un seul coup on transpire, 26%. C'est plutôt bien, parce qu'on va bientôt entrer en campagne électorale, donc d'une certaine manière, on sent bien que les citoyens, ils ont envie que leur propre parole soit représentée et qu'elle existe. Alors, Pia Ims, je voudrais vous faire réagir. Les conseils de développement parviennent-ils justement à repérer, selon vous, ces signaux faibles, les besoins des habitants et les usagers des territoires? Effectivement, on vient d'évoquer les gilets jaunes, qui sont un marqueur d'une colère latente sur le territoire et qui... on a l'impression que les conseils de développement sont aussi passés à côté de ces signaux. J'en suis pas tout à fait sûre. Tout d'abord, pour répondre un peu plus précisément sur votre question de l'écoute des attentes des citoyens, le Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg a notamment lancé une enquête au plus près des 500 000 habitants de cette agglomération, une enquête bien-être. Cette enquête bien-être visait justement à questionner le niveau de satisfaction de tous les eurométropolitains, puisqu'à Strasbourg, nous sommes Eurométropole avec un volet transfrontalier, sur leur niveau de bien-être. Et la remarque sur le besoin de proximité est justement également ressortie. Pour parler des Gilets jaunes, le Conseil de développement a, comme d'autres d'ailleurs, ça a été dit ce matin, choisi très vite d'animer un grand débat national, peut-être au moins un animateur de ce débat, comme je l'ai fait au niveau de ma commune, étant maire d'une commune de 3600 habitants, ça me paraissait évident, nécessaire, et j'étais une des premières à le faire au niveau de cette métropole, afin de favoriser ce débat. Mais même si on a dit que les Gilets jaunes n'étaient pas très présents dans les salles,
qui étaient quand même nombreuses et de nombreux maires avaient organisé ce débat. Repérer les signaux faibles, oui, ça me paraît important, mais on y reviendra, c'est aussi comment le Conseil de développement lui-même fonctionne. Est-ce qu'il pourra plus aller sur le terrain, se déconcentrer parfois de la ville-centre où il siège, s'inviter dans les débats, vous l'avez dit, dans les conseils municipaux. Il y a toute une série de pistes qui doivent être approfondies pour être plus à l'écoute de ces éventuels signes de fragilité dans notre société. À vous. Je vais vous interroger aussi, Yves Maurice, sur cette partie-là. Alors, le micro, donc on éteint et voilà, on allume, c'est parti. Vous êtes élu, je l'ai dit, d'une toute petite commune et vous êtes aussi conseiller communautaire délégué référent. CDP. À ce titre, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ces conseils de développement. Est-ce qu'ils sont pour vous assez à l'écoute des attentes de la population? Alors, pour répondre un peu plus directement, je pense que c'est une question de moyens. C'est une question de volonté. C'est une question d'appartenance aussi. Moi, j'ai été élu, je dirais entre guillemets, grâce à la loi NOTRe, qui a fait qu'on a rapproché des communautés de communes du Grand Besançon. Donc, c'est aussi une volonté personnelle, puisque j'y crois fortement, sinon je ne serais pas proposé. Voilà. Donc, on travaille en harmonie avec deux coprésidents qui sont ici, d'ailleurs, qui ont l'occasion de prendre la parole. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Et moi, je dirais c'est surtout une question aussi de moyens. Donc, nous, on a fait en sorte qu'au CDP, on puisse aussi avoir des moyens de communiquer, puisque je vais juste rappeler, le Grand Besançon, c'est 200 000 habitants. La ville de Besançon, c'est 120 000 habitants. Et puis, les 67 autres communes, elles représentent 80 000 habitants, avec la deuxième commune qui fait 5 000 habitants. Donc, vous voyez un petit peu le décalage que l'on a. On parlait ce matin un petit peu des différentes situations au niveau des CDP. Je crois qu'ici, c'en est une qui est aussi difficile, puisque pour captiver un petit peu les maires, les conseillers municipaux de communes qui ont des fois 100 ou 150 habitants, il faut vraiment communiquer, il faut avoir les moyens de communiquer. Et puis, moi, je pense que c'est possible. C'est possible puisqu'on le fait. On le fait régulièrement à travers des campagnes de communication. Et sur l'ensemble, nous avons quand même 80 bénévoles participants, ce qui est quand même pas mal. Les 80, on peut dire que sur les 80, on a à peu près 60% des zones rurales. Donc, ce qui pour nous est bien, puisque ça veut dire que les gens s'investissent. Il y a des préoccupations qui répondent à leurs attentes. Pour moi, je le répète, c'est souvent une question qui m'est posée en tant qu'élu, c'est est-ce qu'on doit augmenter ou réduire le budget du CDP, parce que nous on s'appelle le CDP, le Conseil démocratique participatif. Voilà, et moi je tends pour qu'on le maintienne et qu'on l'améliore, qu'on l'augmente, parce que c'est fondamental au niveau du marketing. Il y a pas que la volonté des gens aussi. On fait des campagnes auprès des maires, on se déplace aussi, peut-être pas aussi souvent que monsieur le maire de Sète, comme il l'a dit tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de réunions, de participation. Nous sommes très actifs, très dynamiques sur les autosaisines. Par exemple, là, par hasard, parce que je viens d'être invité il y a un quart d'heure, donc avec un peu de chance, je l'ai dit. J'avais pris un petit peu de documentation. Pour nous, chaque autosaisine fait l'objet d'un document imprimé sur les propositions du CDP qui est transmis systématiquement aux élus, de tous les élus du Grand Besançon, en conseil communautaire avec une présentation de diaporama.
Donc c'est important aussi, ça fait partie aussi de l'implication que l'on peut donner sur la population du Grand Besançon et des gens qui souhaitent participer. Alors, vous l'avez évoqué tous les trois, la nécessité, le fait que tout le monde soit passé plus ou moins, vous avez dit plus ou moins, un peu à côté de ces signaux. En tout cas, le fait qu'il y ait des progrès à faire encore pour les capter mieux et être plus au contact de la population. Mais concrètement, quel rôle les conseils développement peuvent-ils jouer dans l'organisation de la démocratie participative au niveau local? Comment vous l'imaginez? Jean Revero, allez-y. Alors, à la DCF, on a un certain nombre de collègues qui ont... moi, j'ai été président de ma communauté pendant 16 ans. Ce que je retiens modestement, c'est quelque chose qui est très limité. Comité consultatif du service public des usagers, en l'occurrence c'est celui des déchets, donc c'est à l'avantage des déchets. Et ça avait d'ailleurs amené facilement à composer ce comité. C'est que les déchets, ça parle de tout le monde, de 0 à 77 ans. Il y en a même qui en font après 77 ans, donc ça permet d'en parler à tout le monde. Donc on avait dans ce comité une représentation de chaque commune, à la fois avec les parents d'élèves de chaque commune, le club des aînés de chaque commune, des élus de chaque commune, des élus municipaux, et puis il y avait un supplément qui s'appelait l'amicale des grognons et récalcitrants, c'est-à-dire tous les gens qui, durant l'année, envoyaient des courriers pour se plaindre du service. Parce qu'en général, ceux qui sont contents, ils vous embrassent pas sur la bouche, ils se taisent. Mais les autres, par contre, on les associait. Bon, ça c'est une chose, ça fait partie un peu de ces choses ponctuelles sur lesquelles on peut travailler, je reviendrai, parce que c'est un truc important sur la permanence ou la durée limitée de la représentation et de ce partage de cette construction. Moi, j'oserais dire, mais je suis pas le seul à le penser au sein de la DCF, c'est que le recours systématique, et ça peut vous froisser dans la salle, à des instances permanentes, de mon point de vue, c'est risqué, c'est usant aussi, hein, je sais pas, vous devez pouvoir le mesurer. C'est usant aussi pour les citoyens, et puis ça oblige vraiment à faire en permanence du travail de fond, de l'information de fond, pour dire ça existe, il faut en faire. Cela dit, je vais aussi parler pour ma paroisse. Nous, les élus, on a quand même un problème, quoi. L'interco, le mode de désignation, et ça s'est pas arrangé avec la loi NOTRe, font que on est très peu d'élus. Il y a eu un laminage, donc la représentation, elle est tout aussi discutable. Hein. Aujourd'hui, vous savez tous, dès l'instant où la commune est représentée par un seul délégué, c'est le maire, et on sait tous que malgré la féminisation des listes à partir de 1000 habitants, ça a produit quoi? Plus de 70% de maires qui sont des hommes. Donc ça devient compliqué d'avoir déjà sur ce mode de représentation quelque chose. Après, quand on est maire, ils ont été tellement chiants qu'il vaut mieux être traité. Donc finalement, vous dégradez encore la représentativité et vous retrouvez avec du côté des élus locaux une mauvaise représentation de la société. Donc quand le Conseil de développement peut compléter ça par une ouverture plus large, notamment vers les jeunes, parce qu'on a du mal aussi du côté des élus à renouveler. Hein. Les jeunes parents, ils veulent pas trop venir. Donc, si on peut les avoir dans un autre cadre, c'est plutôt intéressant. Et puis, il y a un certain nombre d'autres petits groupes. Et alors, on en parlera sans doute dans la dernière partie, puisque le questionnement nous a été adressé à l'avance sur ce que ça voulait dire Conseil de développement et transition écologique. Mais toute cette sensibilité nouvelle dans la société, il faut la prendre en compte. Je ne parle pas des gilets jaunes, parce qu'on a bien compris qu'ils n'avaient pas envie d'être intégrés. C'est un vrai problème pour nous, parce qu'on a une interpellation, mais on n'a pas de débouché avec eux, pas de débouché politique. C'est un vrai souci. Donc, la question d'avoir un rôle à jouer, vous nous posiez la question par écrit, je le dis, parce que comme il n'y a pas le sous-titrage en dessous, sur la participation du Conseil de développement dans la garantie des débats. L'organisation de la démocratie participative. C'est très compliqué. Hein. Pour avoir travaillé avec 100 d'autres élus français et des ONG après le drame de Sivins, à la demande du président de la République sur un toilettage du Code de l'environnement sur les procédures participatives, on s'est aperçu que c'était pas bien organisé. Aujourd'hui, la CNDP a beaucoup changé. D'abord, on traite plus ces dossiers-là à partir de 300 millions d'euros. On est descendu. Et pour avoir pu l'initier dans mon département, dans la Charente, pendant 18 mois, on a mené un débat sur les déchets. Comment on allait traiter les déchets. Et c'est vrai que l'expérience qu'on peut avoir du terrain, moi, m'a amené à dire, bon, d'abord, on aura forcément des élus parce qu'ils sont concernés, on aura les associations qui suivent, mais on va faire plus. On va faire un appel volontaire. On a publié dans les journaux locaux, la Charente Libre Sud-Ouest, des appels à participation. On s'est retrouvé avec une vingtaine, sur 343 000 habitants, une vingtaine de citoyens volontaires pour participer. Et puis, ça suffisait pas, on a payé un cabinet pour aller faire un panel. Mais tout ça, derrière, il manquait le point central, et on l'a négocié avec la Commission nationale du débat public, c'est celle d'avoir un garant.
Et j'oserais dire que malheureusement, on vit dans une société où l'incarnation, la représentation, elle est rarement collective. Je mets de côté les filles footballeuses en ce moment dans la France métropolitaine, mais la représentation collective, elle ne marche pas. Par contre, individuellement, on vous dit, vous avez un maire, et vous avez un garant pour le débat, ça tombait bien, en plus là c'était un ancien préfet, d'un seul coup vous avez une institution qui commence à fonctionner. Et de ce point de vue-là, peut-être que, et c'est une piste que je lance, peut-être que les conseils de développement devraient être amenés à créer une chambre des garants, de les former, de les constituer, de montrer aussi comment, de quelle expérience locale ils se sont nourris. Les garants de la concertation. Les garants de la concertation. Mais, excusez-moi de le dire, le problème, c'est la légitimité et la proximité. On y revient parce que des garants locaux qui ont suffisamment d'assises, suffisamment, entre guillemets, d'indépendance, c'est compliqué. Alors évidemment, de ce point de vue-là, le Conseil de développement pourrait l'être, mais c'est difficile à incarner. Donc je dis encore une fois que peut-être que la piste, c'est d'aller chercher un collège national de garants qui serait proposé par les conseils de développement. Et on en a besoin parce qu'il y a quand même beaucoup de friction dans la société. Moi, je parlais des déchets tout à l'heure, mais même les plans d'occupation, les plans locaux d'urbanisme aujourd'hui posent problème. Tout ce qui concerne l'environnement pose problème. Même des fois aussi des services sociaux posent problème. Quand on veut créer du logement social pour certaines catégories, on a besoin sur le terrain d'avoir des interlocuteurs et il en manque dans la société française. Pia Ims, sur ce rôle dans l'organisation de la démocratie participative au plan local des conseils de développement, comment vous l'imaginez ? Alors, je pourrais reprendre ce que vient de me dire le collègue en soulignant qu'effectivement, la personne politique auquel les citoyens font le plus confiance, c'est pas le président de région, c'est pas le président du département, c'est pas le président de l'intercommunalité, c'est le maire. Et ça reste la cellule, la République la plus proche. C'est là où la démocratie locale s'exerce encore au mieux, avec confiance. Et au niveau de ma commune, par exemple, au-delà des journées citoyennes, j'ai très tôt associé des citoyens dans les commissions, développement durable, urbanisme, finances, et mesure des enquêtes et lance des enquêtes de satisfaction et donc aussi des enquêtes où les gens peuvent s'exprimer sur leurs attentes à l'égard des politiques municipales qui sont souvent d'ailleurs reliées à des politiques de l'intercommunalité parce que la politique des transports, politique économique, énormément de politiques municipales sont forcément décidées au niveau intercommunal. Et c'est là que le bas blesse parce que beaucoup de nos concitoyens méconnaissent encore comment ça fonctionne et quelles sont les compétences aujourd'hui des métropoles. Du coup, ils méconnaissent encore plus le rôle du conseil de développement à l'échelle de la métropole. Et pourtant, il y a un besoin de participation ou d'expression. Et donc, je ne peux que recommander que le conseil de développement fasse toujours plus de lobbying quand même auprès des maires et des conseillers municipaux, sache organiser beaucoup de débats, mais vraiment à l'échelle locale, pour sentir, comme vous l'avez dit, éventuellement des signaux faibles, des attentes pour mieux les agréger. Mais je crois que c'est comme ça, donc d'une façon beaucoup plus fédérale qu'on pourrait approfondir les rôles des conseils de développement. Cela permettrait d'améliorer le processus, la méthodologie de concertation publique à l'échelle des intercommunalités aussi, d'après vous ? J'ai beaucoup aimé toutes les pistes qui ont été données ce matin, beaucoup de conseils de développement plus anciens que le nôtre. À l'Eurométropole de Strasbourg, je crois qu'on a à peine 3 ans et demi, 4 ans. Donc nous portons à l'Eurométropole un conseil de développement jeune. Beaucoup de bonnes pistes ont été données ce matin pour améliorer pour renforcer la méthodologie. J'ai beaucoup aimé les propositions du suivi des politiques. C'est pas par hasard que j'ai posé tout à l'heure ou ce matin la question de l'implication même dans le débat budgétaire, parce que les finances sont quand même sont au cœur des stratégies qui se mettent en place. Autre élément qui est extrêmement stratégique, c'est le plan climat. Enfin, je pense que vous allez y revenir, mais là, typiquement, il importe de savoir fédérer un maximum de citoyens autour de politiques aussi cruciales aujourd'hui. Une réaction sur ce sujet ? Oui, je rejoins ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il faut aussi laisser plus de liberté aux maires. Moi, je suis maire depuis 2014, donc il est vrai que au sein du conseil municipal que j'ai repris, la démocratie participative, ça n'existait pas.
si je me représente et si je suis élu, c'est clair que je ferai une commission spéciale, vraiment où j'impliquerai beaucoup plus les habitants qu'ils le sont maintenant. Mais pour ça, il faut vraiment une volonté spécifique. Et là, je poserai une question un petit peu. Est-ce que les citoyens sont prêts à s'investir sur les grands projets de société proches de leur lieu de vie? Pour répondre à votre question, moi, je vous en pose une autre, parce que avec tous les efforts, c'est vrai que l'on fait, c'est vrai que des fois, ça paraît assez difficile lors de réunions, d'informations, des choses qui sont pas, qui sont assez sympathiques au niveau d'une commune. Hein. Eh ben, c'est quand même très difficile de pouvoir réunir des gens, de pouvoir discuter avec des gens. Et est-ce que le fait de s'appuyer sur les conseils de développement qui sont pourrait amplifier l'envie de participer ou de s'intéresser justement? Je le pense parce que il y a une méconnaissance de ce qui est fait au niveau des conseils de développement. Je vois, pour citer le nôtre, là, en 2 ans, j'ai fait juste un petit rappel rapide avec mes 2 coprésidents qui m'ont aidé. On a traité de 5 saisines. Un projet de territoire, un projet de développement touristique, un projet scientifique pour un musée, le SCOT et le plan climat. Donc, ce qui est quand même énorme. Voilà. On est sur le plan climat actuellement. On vient de terminer des réunions d'information tout à travers le Grand Besançon. On en a fait 4 avec un peu plus de 180 participants. On peut se dire que c'est bien, mais c'est peu aussi. C'est peu. Hein, et cependant, bon, il y a eu quand même un peu de communication, mais on retrouve finalement, c'est vrai, c'est un petit peu toujours les mêmes personnes. C'est un peu comme dans le domaine associatif que je connais bien. C'est vrai que le domaine associatif, quand il faut réunir des gens nouveaux, eh ben, c'est très difficile. Et là, je pense qu'on est un petit peu dans le même cas de figure. J'aimerais vous faire réagir avant de poursuivre sur cette partie-là, c'est-à-dire on a vu les élus. Monsieur Rivero a aussi jeté la balle dans le camp des conseils de développement en ce qui concerne le fait d'avoir été à l'écoute des signaux faibles. Comment y être plus, et aussi comment demain être un outil peut-être plus performant dans l'organisation de cette démocratie participative. Oui ? Oui, alors peut-être sur la question... Juste vous présenter Marie-Christine Simian, Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole. Sur la question de la difficulté à faire participer, c'est général dans l'ensemble de la société, et c'est vrai qu'on se rend peut-être pas suffisamment compte de ce que vaut le cadeau de son temps. C'est quelque chose à quoi il faudrait réfléchir de temps en temps. C'est vrai que quand on fait du bénévolat, on donne un morceau de sa vie. Bien. Ceci posé, soyons conscients que effectivement, on va pas donner des morceaux de sa vie sur une chose à laquelle on ne comprend rien. Et on ne comprend rien parce que personne ne veut vous en parler. Donc, visiblement, il y a là aussi une très belle marge de progrès sur la manière dont, au niveau municipal, on évoque les questions intercommunales. Si vous n'en parlez pas, ne vous étonnez pas que les conseillers municipaux qui ne sont pas intercommunaux n'y comprennent rien du tout, et le citoyen, évidemment, encore moins. Donc, sur ces questions-là, je trouve que il y a certainement des choses à améliorer, y compris sans modification de la loi qui élira les prochains conseillers métropolitains, intercommunaux, quel que soit le niveau intercommunal. La petite flèche est fort jolie sur le bulletin, mais elle est quand même peut-être, voilà, elle existe. On va dire elle existe. Bon, faisons dont acte, mais il y a encore de la place pour faire mieux, comme, par exemple, une profession de foi à double face. Une face communale, une face intercommunale. La demande d'un rendu compte, une fois que les élus intercommunaux seront en place, demander que soit à chaque
conseil municipal, ou au moins un par trimestre, il y ait un compte rendu des décisions et des projets intercommunaux. Voilà. Et il y a encore la place aussi pour que les conseils de développement s'emparent de cette question-là et organisent dans chacun de leurs territoires des réunions auxquelles ils convieront les listes candidates au municipal en les questionnant sur les prochaines élections et en demandant quels sont vos projets intercommunaux. Ça paraît pas des choses insensées. Pour moi, c'est juste une question de bon sens que nous devrions partager, élus et citoyens et membres de conseils de développement. Simplement, mettons un peu plus de lumière sur ces questions-là. Évitons de cacher ça sous le tapis. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'intercommunalité ne paraîtra plus une chose épouvantable et monstrueuse qu'on peut agiter comme un épouvantail, mais au contraire comme une articulation qu'il faut trouver entre ce niveau communal et le niveau intercommunal. Merci pour votre intervention. Je vais vous faire réagir. Je veux bien être la parole du monstre. Bien sûr, tous les trois. Non, mais je vais vous demander. Sur cette question-là, à la DCF, on a depuis 3 ans et on le fait régulièrement des rencontres avec le CSA pour obtenir qu'on ait une campagne nationale d'information sur l'intercommunalité. Parce que ce que vous avez dit, je crois qu'il y a un accord quand on est élu local et dans cette assemblée pour dire qu'effectivement, elle n'est pas si lisible que ça. Et puis ce qui s'est passé avec la loi NOTRe a quand même pas arrangé les choses. Moi, je viens d'une communauté où il y a 75 élus dans le conseil communautaire, mais il y a 750 conseillers municipaux. Donc un rapport de 1 à 10, ça voudrait dire que si les choses étaient bien faites, chaque conseiller communautaire s'occuperait bien de 10 conseillers municipaux en les tenant à jour. On se dit avec les réseaux sociaux, ça marche bien, les gens échangent, mais ça marche pas. On n'a pas le temps, c'est extrêmement compliqué. Je reviens sur autre chose. Sur le fond. C'est toute l'ambiguïté quand même enfin c'est même le paradoxe du couple communauté et conseil de développement. Je suis désolé de le dire, mais encore une fois, les institutions permanentes, si ce travail de fond qu'on vient d'évoquer n'est pas fait, on n'y arrive pas et on traîne ça comme un amateur. Par contre, sur les projets, il y a une démarche qui est plus concluante. C'est-à-dire que quand il y a un projet et qu'on veut associer la population, bon d'abord, il faut trouver un peu la légitimité du projet. Il faut aller expliquer à minima pourquoi les élus veulent faire ça, le contexte, les enjeux. Et puis surtout dire, on attend quelque chose de la participation. Cette séquence-là est drôlement importante. Parce que si on revient au mandat d'élu, on démarre en début d'année en disant on espère avoir tous les 6 ans, pendant 6 ans, une participation de citoyens, le débat il est fini, on n'a plus rien à exposer. Quand on est sur le projet, on le dit une fois, puis derrière, on va continuer à travailler, c'est-à-dire qu'on va recueillir les avis de la population, on va favoriser leur expression, c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Et derrière, ce qui va se passer, c'est quoi? On va prendre en considération. Ah ben non, mais si on veut que le projet il soit participatif, on va prendre en considération. C'est la démarche globale, je continue là-dessus. Tandis qu'aujourd'hui, et je ne veux pas prendre de cas particulier pour offenser personne, parce que j'en ai vu des fonctionnements, on travaille avec l'agence Palabréo et les échanges qu'on a eu avec elle nous font remonter quand même du terrain un certain nombre de choses où un certain nombre d'entre vous disent on bosse bien, on donne des avis, mais alors la suite, on n'est pas beaucoup questionné, on n'est pas beaucoup entendu, le droit de suite... il n'est pas beaucoup exercé, donc il y a un vrai souci. Donc quand on dit la population, il faut l'y associer, il faut l'informer d'abord, donner les enjeux, et à la fin, in fine, l'engagement des élus qu'on peut prendre dans ce genre de position, c'est de dire, voilà pourquoi on a pris la décision. Elle a été instruite par telle et telle donnée, les experts, le cabinet, les services, et puis les citoyens. Le projet a été adapté, et voilà les décisions qu'on a prises, et puis après on continue l'évaluation, etc. Mais c'est pas si simple tout ça. Ça demande une énergie folle. Quand j'entends que le président de Métropole de Sète, il a fait le boulot vers toutes les communes, moi je considère que c'est pas ça la bonne formule. La bonne formule, c'est non pas le commando, mais au moins le collectif intercommunal pour aller porter la parole dans les communes. Moi, j'avais fait une blague dans ma commune il y a 15 ans de ça. J'avais proposé lors du 1er avril, puisqu'on a un bulletin tous les mois, j'avais dit il y a une nouvelle loi qui va imposer à chaque conseil municipal d'aller gérer une autre commune de la communauté pendant 1 an. Il n'empêche que cette considération-là, si on la mettait en pratique, cette attention à d'autres pour ne pas rester enfermé simplement sur des considérations de sa commune dans la communauté, ça changerait un peu les choses. En résumé, il y a du boulot, mais j'espère que dans la salle, il y en a beaucoup qui seront candidats aux prochaines élections quand même. Pia Ims, j'aimerais vous faire réagir sur la réflexion de Madame et le sujet de l'intercommunalité qui est
qui n'est pas assez pris en compte et évoqué au sein des municipalités? Oui, Madame a tout à fait raison. Il y a peut-être également des élus municipaux qui s'intéressent pas plus que ça et s'intéressent surtout au périmètre très classique de leur commune. C'est une réalité. Mais j'aime bien votre proposition de ce qu'il faut organiser le relais au niveau local, donc au niveau de la commune, des décisions ou des projets qui se prennent au niveau de la métropole. Qu'il fait, vous l'avez dit également, le maire a déjà fort à faire, mais le maire, puisqu'il siège au conseil, est en général bien placé pour le faire. Mais je vais vous donner un exemple qui peut nous faire réfléchir et ça fera écho à ce que disait mon voisin. Prenons l'exemple, je crois qu'il concerne la France entière et les communautés de communes, le débat autour des zones à faible émission. On arrive dans le terrain écologique. Les métropoles réfléchissent, débattent, ne savent pas si elles veulent y aller pour 2026 ou pour 2030 et demandent aux communes d'ores et déjà de se positionner, voire de délibérer à un moment donné, sur un calendrier entre maintenant et la fin des élections municipales. Et on peut penser que dans tous les cas de figure, cette politique importante, ambitieuse qu'il faut mener, ne passera pas, ne sera acceptée que si tous nos concitoyens sont clairement informés, ou même qu'ils ont le droit à l'expression d'abord. Et c'est là que le Conseil de développement pourrait être cet outil, ce relais pour organiser les débats dans nos communes sur qu'est-ce que c'est une ZFE, pourquoi il faut choisir de se passer du diesel, pourquoi d'une manière générale il faudrait arrêter d'être un autosoliste, etc., etc. Ces grandes politiques écologiques, par exemple, qui sont devant nous, ne réussissent, ne sont acceptées que si elles sont clairement expliquées et débattues. Les gens ont besoin de débattre et de comprendre que la voiture diesel très récente, elle est quand même polluante du point de vue des particules fines. Il faut leur expliquer tout cela et ce n'est pas parce qu'au niveau de la métropole on a décidé, et ce n'est même pas parce qu'au niveau du conseil municipal d'une commune on a décidé que ces mesures vont passer et surtout qu'elles vont réussir. Et ça, c'est un enjeu important. Donc, on pourrait imaginer que le Conseil soit bien ce relais pour mieux faire passer et animer les politiques de la métropole, mais dans nos communes. Merci de votre réaction. Dominique Valk, vous vouliez intervenir là-dessus. Oui, alors, plus avec ma casquette du Conseil de développement de la métropole du Grand Nancy. Je voulais revenir sur votre propos introductif quand vous disiez que vous et nous, on n'avait pas vu les Gilets jaunes venir. Je suis pas complètement d'accord. Alors, bien entendu, on n'est pas comme en grand clair. Il n'empêche, et là je vais prendre un travail très précis qu'on a fait avec l'ensemble des conseils de développement du Grand Est et avec le Césaire, qui était un travail de mixage des cultures qui n'était pas simple en apparence, mais qu'on a réussi. Et on avait, dans nos propos introductifs, mis en garde les élus sur une forme de mélancolie démocratique. On sentait bien que les citoyens étaient, alors le terme est un peu dur, mais allons-y, étaient exclus de la fabrique du projet de société et que d'une manière ou d'une autre, ça allait se manifester. On avait mis en face de ça l'idée tout à fait saugrenue que l'éducation à la citoyenneté était un élément qui permettrait peut-être de recréer des formes de dialogue entre représentation et participation. Alors, on nous a répondu avec un sourire assez complaisant. Voilà, c'était qu'on nous l'a pas dit comme ça, mais on était bien gentil. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je pense que le tricoté fin démocratique représente sur les territoires et leur singularité des conseils de développement sont en parfaite capacité d'identifier les signaux faibles. Alors après, la manière de le faire, la manière d'y répondre, là, je suis tout à fait d'accord, c'est très compliqué, et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie complicité entre représentation et participation pour modéliser les meilleures des solutions. Au sujet donc de ce que vous évoquiez aussi, c'est de dire que inventons l'idée de garant. On l'a dit dans notre propos introductif, vous n'étiez peut-être pas là, c'est que les conseils de développement sont des lieux apaisés d'animation du débat territorial et sont en mesure d'en garantir une forme d'éthique du débat. Beaucoup de conseils de développement ont assuré et assumé cette fonction avec brio pendant le grand débat. Je vous rappelle quand même, ça n'a échappé à personne, surtout à vous, élus territoriaux, qu'on vous a refourgué une patate chaude qui était vraiment pas facile à gérer. Et cette patate chaude a été globalement pas mal gérée par les conseils de développement, où les élus ont facilité le débat, mais beaucoup de conseils de développement l'ont animé.
Et ce qui en est ressorti était tout à fait significatif. La première chose, c'est qu'on était capable d'apaiser le débat en permettant de, non pas de, je suis d'accord avec vous, il y a une forme de, il y a plusieurs familles dans les Gilets jaunes, il y a des formes un peu extrêmes qui se sont manifestées. Néanmoins, l'essentiel reposait sur des gens qui étaient en grande souffrance. On a pu créer ce lien avec eux qui n'était pas évident, d'ailleurs, parce qu'au début de l'action, même les conseils de développement étaient considérés un peu comme des suppôts du pouvoir, en quelque sorte. Hein. Alors, je parle de l'expérience qu'on a menée à Nancy, quand on s'est rencontrés la première fois dans un troquet. Tout le monde était là en train de boire des jus de tomates parce que on avait peur d'être jugé. Une demi-heure après, on buvait tous des verres de vin blanc. Pourquoi? Mais parce qu'on était pareil, qu'on avait cette soif de construction sans démagogie d'une réponse à une crise. Et donc on l'a fait. Les conclusions de tout le travail qu'on a fait ont été suivies par une sémiologue et un sociologue. En gros, ce qu'on fait, c'est pas sorti du chapeau. C'est exactement l'inverse des conclusions du président de la République. Enfin, je vais pas de lentilles, hein, mais ça pose question de la méthode. Et encore une fois, je pense que les conseils de développement sont non seulement en capacité d'identifier les signaux faibles, mais sont en capacité de les gérer. Alors pour le coup, je veux dire en coopération avec la représentation, puisqu'il ne s'agit pas de créer un défi entre les deux. Et puis juste pour terminer, pour l'anecdote, effectivement, vous citiez les capacités d'une agence de la Civic Tech de remonter son avis sur la démocratie participative. Ça reste quand même une agence qui est très régulièrement, et notamment dans les lieux très éclairés comme celui où nous sommes actuellement, qui casse copieusement les conseils de développement. Donc la démocratie participative n'est pas un système marchand. Et c'est là où je rejoins, où je plus fois le propos de Marie-Christine Simian, où effectivement la qualité de notre propos, la qualité de notre engagement repose sur effectivement ce temps consacré et ce bénévolat qui est fondamental. Une réaction. Ah oui, monsieur le coprésident de la coordination. Moi, je partage une partie de votre point de vue, mais je voudrais qu'on fasse l'effort d'aller plus loin. Vous avez cette densité de la permanence, de la transversalité dans les thèmes. Quand on parle de garant, parce que c'était la piste qui avait été dressée par l'animation de cette journée et qui nous avait été adressée, pour moi, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus différencié de ce qu'est la pratique aujourd'hui. Moi, je considère qu'en France, et le problème des Gilets jaunes en a été une illustration, c'est qu'au-delà de la représentativité et de la bonne image qu'ont les élus locaux et notamment les maires, il manque des outils à la démocratie de construction, à la démocratie constructive. Et ces outils, ça s'invente pas. Je veux dire, moi, quand je m'adresse aux plus jeunes élus, parce que je finis par être vieux, je leur dis, n'oublie pas, si tu dois te former dans le premier de ton mandat, tu te formes à deux choses. La communication publique, alors là, ouais, je suis d'accord, je comprends, il vaut mieux que je m'exprime bien si j'ai des bonnes idées en plus. Mais le deuxième truc, c'est apprends à faire des réunions, parce qu'une réunion n'en vaut pas une autre. Une méthode de travail comme une réunion, c'est une méthode sophistiquée. Et quand je dis qu'il faut des garants issus du monde des conseils de développement, c'est aussi cette fonction médiateur. Aujourd'hui, vous l'avez pas, que je sache. C'est pas, je veux dire, tant mieux pour le grand débat, mais moi je pense qu'il faudrait l'enrichir, le rôle des conseils de développement, sur cette capacité à générer, à implanter, à tirer d'entre vous ces garants. En Angleterre, ils font venir les députés sur les grandes infrastructures pour les grands projets. J'imagine pas en France qu'on fasse ça. Je veux dire, un député, il se ferait flamber au premier coup. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc il faut ce nouvel outil de la démocratie constructive au quotidien et sur les projets. Et pour continuer sur ce que disait madame, par contre, moi je revendique que le reste, la permanence, et elle avait raison, la permanence de la construction de l'information civique, c'est aux élus de la tenir. On n'a pas été élus simplement pour inaugurer les rubans, on a aussi un rôle de formateur pour les citoyens, d'informateur, et je regrette, mais je l'ai fait dans ma communauté d'agglo, de constater qu'effectivement qu'aux dernières municipales en 2014, sur 38 communes, j'ai pas eu toutes les professions de foi, sur les 38 communes, sur celles que j'ai retenues, il y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une qui consacrait un quart de sa page recto-verso au projet intercommunal, dont on espère que la loi NOTRe étant passée par là, 2020 va changer les choses. Ouais, non mais c'est vrai. Normalement, il faudrait que ça se fasse. Donc voilà, il y a des choses à faire. Moi, je souhaite que les conseils de développement aussi évoluent en ce sens-là, parce qu'encore une fois, on peut se payer des cabinets de médiation. Mais c'est quoi la légitimité? On aura ce conflit-là d'entrée avec les citoyens. Donc il nous faut des gens qui n'ont pas
de problèmes de légitimité, et vous en êtes. Je vous propose que nous avancions et que nous parlions d'un thème qui a été beaucoup évoqué, un petit peu aujourd'hui, mais surtout qui est ressorti comme un thème fort du grand débat national, c'était l'écologie. Les élections européennes ont d'ailleurs confirmé cette tendance. Réussir la transition écologique, ça suppose de revoir les modes de production et de consommation et donc d'agir directement sur les comportements. Certains conseils de développement participent à cette dynamique en menant des actions très concrètes, mais comment peuvent-ils encore plus contribuer à la transition écologique appliquée au territoire? Est-ce que vous avez des pistes sur ce rôle que pourraient jouer les conseils de développement pour cette transition écologique? Madame Ims, peut-être. Alors, d'abord, je voudrais souligner que le Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg a très tôt écrit un rapport sur le sujet, avec toute une série d'actions concrètes à suggérer aux maires et aux communes, donc, pour avancer dans cette transition écologique qui s'impose. Il y a également des dispositifs dans les agglomérations qui s'appellent services d'éducation à l'environnement, qui ne sont pas suffisamment sollicités par les communes et par les uns et les autres. Là encore, le Conseil de développement pourrait être toujours ce relais, cet aiguillon pour utiliser des outils, les faire mieux utiliser et les partager. Les politiques qui visent à sauver le climat, si je puis dire, s'il est encore sauvable, doivent être fondamentalement partagées et citoyennes. Et donc, c'est bien dans le suivi de toute une batterie d'actions et de pistes d'action qui ont été écrites dans nos plans climat que ça va se jouer, avec le suivi des indicateurs. Il faut des tableaux de bord, il faut des mesures pour que nous sachions dans nos communes où nous en sommes par rapport à des politiques climat qui ne sont pas à l'échelle communale, mais surtout à l'échelle de l'agglomération. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un soutien tout à fait précieux à ce niveau-là, dans ce qu'on appelait tout à l'heure les aspects de comité de suivi. Et dans le climat, il y a aussi des plans de mobilité, par exemple. C'est également les mobilités douces qui sont sollicitées. Il y a beaucoup de travail à faire dans des aspects donc de suivi, quelque part en lien ou à l'intersection entre les communes et les métropoles. D'accord. Yves Maurice, sur ce thème. Bon, quelques idées, puisque nous, travaillons pour l'instant sur le plan climat au niveau de l'association. Pour moi, il est vrai que... Approchez-vous un petit peu. Oui, je suis un peu long. Voilà. Je pense que les maires de toutes les communes sont partie prenante à 150%. Pour moi, je ne peux pas concevoir qu'on parle d'écologie sans travailler la main dans la main avec les maires. Ça, c'est important. Je l'ai dit là au cours des différentes réunions que l'on a fait. Il y a des leviers, évidemment, il y a les habitants, comme vous l'avez souligné, où il faut vraiment de l'information. Il y a les écoles, la cantine, pour lequel nous, dans notre petite commune, on s'est investi à titre indicatif. On refuse qu'il y ait 1 gramme de nourriture pour 100 élèves qui viennent manger tous les jours à la cantine, qui soient dans les poubelles. Donc on essaie vraiment déjà à ce niveau-là de faire des efforts tout particuliers, et croyez-moi que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une mise en place, c'est pas du jour au lendemain, c'est avec les parents, c'est avec les élèves, c'est montrer aux élèves qui vont, quand ils vont rentrer chez eux, la différence entre une bonne salade de légumes, je dirais entre guillemets fraîches, et manger des choses, je n'ai rien contre les surgelés, les congelés, mais enfin c'est aussi apprendre à la base comment ça se passe. Et comment les conseils de développement peuvent aider là-dedans? Eh ben, c'est là, il y a tout un travail à faire. Nous, on a commencé un petit peu à le faire au niveau de la communication, de la formation, mais il y a aussi ce qui a été souligné. Moi, je pense qu'il y a une implication forte, et ça, je le demanderai au niveau de nos députés et au niveau de nos sénateurs quand on aura un petit peu le report de toutes les réunions que l'on va faire sur le plan climat, qui s'investissent, parce que eux, ils ont un rôle à jouer
Ils ont un rôle à jouer en tant qu'élus. Il faut un petit peu qu'ils se déplacent, qu'ils se bougent, qui montrent un petit peu, qui donnent leurs sentiments aussi. Et puis, nous, on fera le relais auprès de toutes les mairies. Nous, on a 68 communes. C'est pas du tout un problème, hein. On n'est pas dans une très grande agglomération. Voilà, par rapport à d'autres, je le conçois. Mais c'est pas une question de taille. Moi, je pense que je suis très d'accord. C'est une question de volonté, de bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est un métier, hein, qui n'est pas rémunéré, hein, mais c'est un métier qui prend beaucoup de temps, et puis vous regardez, toutes les personnes qui s'occupent généralement des plans climat dans les communes, ce sont toujours des bénévoles auprès des habitants, auprès des écoliers et tout ça. Et pour moi, je pense que c'est la clé numéro 1. Pour moi, les communes, c'est 150% de ce que va se produire dans les quelques années qui vont suivre. Jean Rivero, alors en plus vous avez vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est vrai, je n'avais pas fait de grandes implications dans la gestion des déchets. Alors là, on va bien au-delà, on va au niveau de la transition écologique. Comment les conseils de développement peuvent participer à la sensibilisation et aux actions menées à côté, peut-être, des élus et des communes? C'est vraiment la question la plus sérieuse. J'oserais dire que si malheureusement il n'y avait pas l'urgence à agir, la transition écologique en elle-même, c'était le truc le plus formidable de mon point de vue pour les projets locaux et donc pour les conseils de développement. Parce que c'est vraiment une logique d'hybridation. C'est les transports avec l'agriculture périurbaine, c'est les déchets et l'économie circulaire, c'est des nouveaux services des réseaux sociaux locaux, etc. C'est vraiment la meilleure forme de mettre en marche une population, une communauté humaine dans une communauté institutionnelle. Et donc l'enjeu, de mon point de vue, à partager avec vous, c'est à la fois un mélange de trivialité, parce que ce sont des trucs du quotidien, les déchets, l'eau, la biodiversité, et puis des choses aussi difficiles à gérer, même si elles sont de plus en plus présentes, pour ne pas dire omniprésentes, la rationalité scientifique. Est-ce qu'il y a eu un autre sujet au cours des 20 dernières années qui nous a amené à avoir un tel changement d'horizon que cette question de la transition? On se posait la question de savoir où on allait en disant qu'on offrait le bonheur, un peu plus de bonheur à la génération qui vient. C'était ça qui a fonctionné dans les territoires et globalement dans la communauté nationale. Avec la transition écologique et l'urgence du même nom, on est dans autre chose. On pouvait réfléchir en conseil de développement ou agglo pour dire quelle va être la politique du bien vieillir. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment bien vivre avec les données qui nous sont confiées par tous les scientifiques du monde entier, qui sont constatées, même s'il ne faut pas confondre météo-climat, au quotidien, et on va le voir cette semaine, avec des changements considérables de comportement qui mettent en jeu non pas la planète, mais tout simplement notre existence humaine. Moi, je pense que si on ne fait rien, on est aussi criminel que les gens qui ont laissé se battre les Rwandais entre eux ou les anciens Yougoslaves entre eux. Le climat, c'est certes une affaire sociale, mais c'est une guerre à mener. Et si on la mène pas, c'est lui qui la mènera contre nous, et les premiers touchés, ce seront les plus pauvres. Donc, tout le monde est concerné, que ce soit dans l'entreprise quand on est représentant, salarié ou dirigeant. La même chose pour les élus. Aujourd'hui, il n'y a plus de considération, tous les élus doivent se mettre là-dedans. Et de mon point de vue, c'est la plus grande, le mot opportunité est gênant, hein, mais c'est la plus grande offre qui est faite de rendre vraiment actif la vie citoyenne en donnant les moyens aux gens, encore une fois, toujours dans la même démarche. On informe et on dit pourquoi on a à agir, quelle légitimité. On donne des projets, on entend des projets de services, d'équipement, on les fait vivre, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué quand on veut créer un méthaniseur qui servira à des agriculteurs et qui produira du biogaz, qui pourrait servir pour la mobilité ou pour la chaleur, c'est compliqué, mais il n'empêche que si on construit une légitimité collective, et il faut que ça soit exprimé par tout le monde, on peut changer les choses. La même chose quand on crée des équipements pour les déchets, c'est extrêmement compliqué. N'empêche que tout ça, c'est vraiment, ça doit devenir
notre pain quotidien. Je pense vraiment qu'il y a un engagement national. Malheureusement, le grand débat l'a pas permis, parce qu'on est parti sur autre chose. On est parti sur une ambiguïté porte-monnaie et climat, et on n'en est pas sorti. On est sorti plutôt que par le porte-monnaie et pas par le climat. Et de ce point de vue-là, c'est bien à l'échelon, et j'en termine là-dessus, c'est vraiment à l'échelon intercommunal que Jacques jouera, parce que si les régions ont la capacité à planifier, ce sont les intercos qui, dans leurs compétences, sont devenus les ensemblières des politiques d'environnement, transport, je ne reviens pas dessus, etc. Et donc, de ce point de vue-là, vous y êtes. Et je pense qu'un conseil de développement et de survie écologique, c'est presque l'enjeu des années qui viennent. Alors, dernier thème que je voudrais que nous abordions, et puis je vais vous laisser poser quelques questions sur ces deux derniers thèmes, donc de la transition écologique et de celui-ci. Comment les conseils de développement peuvent-ils influer sur l'évolution des politiques publiques, peut-être à travers la coordination nationale notamment? On a vu, 20 ans après leur mise en place, on se pose la question depuis ce matin de la manière dont leurs travaux peuvent influencer les politiques publiques et comment renforcer ce triangle conseil de développement, élus, services. Là, on voudrait avoir votre point de vue du côté des élus. Alors, Madame Ims, je vous en prie. Oui. Très concrètement, comment on va essayer d'être un peu court et puis de donner peut-être des pistes très concrètes là-dessus. Donc, deux réponses de mon côté. À mon sens, le Conseil de développement devrait être interrogé et participer à la réflexion, à l'élaboration de toutes les politiques publiques des agglomérations, que ce soit celle de l'habitat, du transport, le climat, voilà, qu'il soit questionné à chaque fois sur ces grandes politiques qui se mettent en place au niveau des métropoles. Et deuxièmement, ça a été dit un petit peu ce matin, je pense que les conseils de développement auraient à gagner à être parfois à géométrie variable, et donc à accueillir des citoyens selon les sujets et les projets ou les politiques qui sont débattus. J'insiste vraiment là-dessus. Ça éviterait cette critique facile de « c'est encore un corps constitué, c'est encore un machin, c'est encore une institution qu'on a mis en place, on ne sait pas ce qui s'y passe », mais qu'on puisse, pour chaque politique qui a analysé, à débattre, pour lesquelles le Conseil de développement ferait des recommandations, qu'il puisse s'ouvrir et faire un appel aux participants pour le projet donné, selon l'expertise et la motivation. Et ça me permettrait à beaucoup d'autres citoyens, à un moment donné, d'en faire partie et de s'exprimer sur des sujets qui les intéressent au plus près. Merci beaucoup pour ces deux exemples très concrets pour les conseils de développement. Yves Maurice. Oui. Moi, je vais laisser un petit coup la parole à mes deux coprésidents, pour une fois, puisqu'ils sont plus aptes que moi à répondre à cette question. Donc, j'ai mes deux coprésidents qui sont là, Albert et Chantal. Donc, ils vont se faire un plaisir de répondre à cette question, parce que moi, j'arrive un petit peu, je me permettrai pas de répondre à leur place. Voilà, donc je leur envoie un petit peu la patate chaude. Bon, Albert Depierre, oui, coprésident avec Chantal Belliga du Conseil de développement participatif. Vous avez compris qu'à Besançon, c'est pas que des conseils de développement, mais c'est du participatif en plus. On voit le participatif entre l'élu et quel élu. On voit comment il sait faire passer la patate chaude après le petit déjeuner, enfin après le déjeuner. Mais on a, non pas l'habitude, mais c'est une bonne connivence entre nous. Je répondrai pas à la question, je ferai du politique, mais je reviendrai sur ce qui était un peu dit pour apporter une expérimentation qui peut aussi vous servir. Quand on parlait tout à l'heure, et ces gens Révéraux qui en parlaient, d'associer un petit peu tout le monde, mais surtout de la communication. Et je pense que c'est important de communiquer et de dire aussi ce que l'on fait, mais avant de faire quelque chose, il faut savoir si ça va servir à quelque chose. Donc nous, sur le Grand Besançon, Yves Maurice a rappelé la liste, non pas la Prévert, mais déjà une grande liste de l'ensemble des actions qu'on a pu mener, sachant que globalement, c'est plus de 2000 heures de bénévolat par an, parce qu'on ne parle pas de chiffres, mais c'est bien de temps en temps de poser aussi les chiffres de bénévoles qui viennent chaque année, 2000 heures. Notre budget, et là j'appelle notre conseiller délégué, qu'il fasse aussi un appel du pied, mais un grand appel du pied à l'élu en charge des finances. Nous avons un budget de 20 000 € par an
pour 80 personnes et une liste à la Prévert des sujets qui viennent être donnés. On ne réclame rien, mais simplement, voilà, la situation à Besançon. Et donc, par rapport à la communication, nous avons, et par rapport on va essayer d'être un peu concis. Je reviens sur les cantines, c'était sur le sujet. On a, et c'est l'exemple que je voulais donner, et j'arrêterai pour revenir peut-être après. On a monté une réflexion sur le manger local. On s'est rendu compte que sur le périmètre des 68 communes, les citoyens ne savaient pas où aller acheter du produit local. Donc le petit maraîcher, le petit agriculteur qui fait son pâté, son jambon, etc., les patates, les carottes et autres. Et donc on a monté tout un sujet. Et aujourd'hui, chaque citoyen peut avoir un petit document et savoir au plus près de chez lui où il peut trouver du manger local. Et à partir de là, un certain nombre de communes réunies en CIVOS se sont rapprochées de ces petits producteurs locaux pour justement alimenter les cantines de ces petites communes. Voilà un exemple concret de base où on fait du travail, on fait travailler du monde, donc il y a de l'emploi, on mange local, on mange bio, après bio, on mange sainement, et on évite de faire des kilomètres pour aller chercher ou de faire venir ces produits. Voilà un exemple local. Merci. Jean Riveraud, peut-être une dernière précision là-dessus sur la façon d'influencer plus les politiques publiques à travers, peut-être, j'avais dit, la coordination nationale. Ouais, et c'est là où je vais être sans doute le moins enthousiasmant, parce que notre République n'est pas avare de comités théodules, de coordination, etc. Et je ne vous fais pas le dessin, mais vous connaissez tous, il y a le CESE. Et puis le CESE, il vient de se voir doté de 150 membres de plus, parce qu'il fallait bien en finir avec le débat sur les gilets jaunes. Donc on fait rentrer dans une instance qui a combien d'années d'histoire, 150 citoyens, on ne pourra plus lui reprocher d'être loin. Il y a des tas d'autres instances, le Conseil national de la transition écologique, où on retrouve les partenaires sociaux, les ONG, les collectivités. On y retrouve même les députés et les sénateurs qui pourtant votent la loi. Or, ce comité, ce Conseil national de la transition écologique, est amené à se prononcer, à donner des avis, comme nous l'avons fait cette semaine, sur une future loi. Je vous passe. Donc, finalement, qu'est-ce qui reste d'une coordination comme celle qui est la vôtre, monsieur le coprésident? Moi, je crois que le plus fondamental, c'est la ressource humaine. Et la fonction, alors le mot banque est pas terrible parce que ça a toujours une mauvaise image des banques, mais si c'est une banque qui produit beaucoup d'intérêts, il faut que vous deveniez vraiment la banque des ressources des territoires. La banque en termes de méthode, on a évoqué qu'il pouvait y avoir des pistes de développement. La banque, et cette journée-là en est une des bonnes pratiques, on a besoin de ça. Et puis, et je vais en terminer là-dessus parce que je dois dire que le Conseil de développement de mon agglo m'a pas suivi là-dessus. Dernière fois qu'ils sont intervenus, je leur ai posé la question de savoir si ils allaient jouer un rôle dans la préparation des citoyens dans les futures élections locales, municipales et intercommunales. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas, alors on dit que les élus sont pas prêts, mais il n'y a presque pas de formation pour eux, alors qu'il y a plein de gens, il va y avoir 520 000 habitants qui vont devenir des élus, et il n'y a pas de formation. On a besoin de ça. Et qui mieux que les conseils de développement peuvent prendre cette ambition en marche. D'autant plus que, encore une fois, 2020, c'est un vrai changement dans la vie locale. L'interco a pris une dimension. Les relations avec les communes vont se poser. Il faut des interlocuteurs, non pas neutres, mais indépendants, pour dire voilà ce que peut être la construction locale. Merci. Alors maintenant, je vous laisse réagir. Oui, bien sûr, prenez la parole, je vous en prie. Oui, bonjour. Marion Bon, je suis l'animatrice du Conseil de développement du PETR du Pays d'Arles. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, sur les modalités qui peuvent permettre à un Conseil de développement d'accompagner des élus, justement, sur des politiques locales, moi, je pense que c'est justement en communiquant avec d'autres conseils de développement qu'on peut réussir à apporter, finalement, une plus-value. Je vois typiquement, on discutait là avec Saint-Nazaire et avec Bordeaux ce midi, je leur disais que j'étais absolument ravie à chaque fois que j'allais consulter leur travail parce que c'était très foisonnant, beaucoup de bonnes initiatives, etc. Et que on peut se nourrir les uns les autres finalement par rapport à ces initiatives-là. Il est proposé aux élus
qui n'ont pas des fois le temps justement de faire ce benchmark-là. Première chose. Deuxième chose, en tant que animatrice du conseil de développement du PETR du Pays d'Arles, on est sous une actualité. Puisque avec la loi MAPTAM, le PETR du Pays d'Arles est en dialogue avec la métropole d'Aix-Marseille, des dialogues qui peuvent être très vifs quant à la question de la fusion. Nous, ce qu'on a fait avec le conseil de développement de la métropole, c'est qu'on s'est mis en relation et on a commencé à créer un dialogue entre conseils de développement pour traiter justement des problématiques de projet de territoire, des problématiques qu'est-ce que c'est ça pourrait être qu'une métropole rurale, etc. Et finalement, les élus voient ça d'un œil extrêmement favorable, puisque finalement, de ce qu'ils nous en disent, c'est la seule instance de débat rassérénée, plus ou moins, où on peut échanger avec ces interlocuteurs-là. Et donc, ils sont très friands, justement, des conclusions de nos débats, des relevés des échanges, etc. Je pense que Jean-Louis, tu seras d'accord avec moi. Donc voilà, c'était juste une petite remarque sur qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, en tant que conseil de développement. On a vraiment, réussi à créer une dynamique où le conseil de développement est ce lieu de débat sur une problématique institutionnelle qui est bouillante. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, une autre intervention. Bonjour, donc moi je suis Maryse Larpent, je suis animatrice du conseil de développement de la métropole et du Pays de Brest, avec mon président qui est là à côté. Je voudrais répondre un petit peu sur l'urgence climatique, le rôle des conseils de développement, etc. Juste un petit contexte local, dans notre territoire, on a un conseil de développement de pays, qui est pôle métropolitain aujourd'hui, qui rassemble donc la métropole et 6 EPCI, 6 communautés de communes. Toutes ces communautés de communes et la métropole sont en train d'élaborer leur plan climat, air, énergie territoriale. Je voudrais juste savoir comment la DCF peut aussi mobiliser ses élus pour faire en sorte que dans les communautés de communes, les élus associent pas seulement les conseils de développement, je prêche pas que pour ma paroisse, entre guillemets, mais aussi les associations. Nous, on constate dans notre territoire que certaines communautés de communes, et ça, c'est vraiment une volonté des élus, associent, invitent des associations, invitent le conseil de développement à élaborer ensemble ce projet, ce plan climat. D'autres, une fois qu'ils ont élaboré leur plan d'action, que tout est ficelé, demandent l'avis du conseil de développement. Donc, je veux bien qu'on soit pas suffisamment, qu'on n'aille pas au devant de ceci, de cela, des citoyens, etc. Mais comment faire en sorte, au niveau des élus, de l'association des communautés de France, des maires des villes de France, etc., comment faire en sorte que les inciter fortement à vous consulter on en voit amont. D'ailleurs au niveau national, le nombre de conseils de développement qui existent devrait être bien plus nombreux si la loi était respectée. Une autre intervention? Oui. Oui, juste un petit retour sur les comités Théodule. C'est une jolie formule, mais à la différence, en principe, un conseil Théodule, il est bien souvent thématique, alors que le conseil de développement est généraliste. Donc, il a cette capacité à avoir un regard sur beaucoup de sujets différents et peut-être à essayer d'être plus fédérateur sur la réflexion en abordant des thèmes différents. Et juste revenir sur un petit point, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est rassemblé dans un document à propos des propositions pour les prochaines élections municipales, dans un document qui s'appelle, qu'on a appelé suite à un forum qui s'est déroulé aux rencontres de Sète, on l'a appelé la supplique de Sète. Donc je pense qu'on pourrait, supplique, c'était un petit clin d'œil du côté de Brassens, et donc peut-être que voilà, on pourrait la refaire circuler pour remettre ça dans l'actualité des prochaines élections. Eh bien, c'est sur cette pensée pour Georges que nous allons terminer cette table ronde autour des élus et vous remercier tous les trois. Merci beaucoup.